Alors pour ma part, la levée du confinement m'a posé plusieurs questions. Voilà, la première question, c'est peut-être celle d'une différence de traitement en fonction de l'âge ou du niveau de vulnérabilité des personnes, avec un confinement qui était maintenu de manière quand même relativement soutenue, ou un déconfinement de manière relativement modérée dans des structures d'hébergement comme par exemple les EHPAD, qui posent question pour à la fois l'accès aux soins et puis aussi l'accès à la relation et l'accès à l'accompagnement, si on prend l'accompagnement comme quelque chose de différent du soin. La deuxième question qui se posait, c'est que le confinement a amené, comme le disait docteur Moreau tout à l'heure, les professionnels à travailler ensemble. Ça a apporté aussi pour les professionnels de nouvelles manières de travailler, et notamment l'utilisation de l'évaluation, je dirais, à distance, de l'accompagnement à distance, de l'évaluation numérique. Et c'est vrai que moi, ça m'a posé la question de savoir dans quelle mesure on gardait une part de cet accompagnement numérique ou pas, et quelles en seraient les conséquences à la fois sur les professionnels, mais aussi sur les personnes accompagnées. Je, Moi, je ne mettrais pas vraiment une date précise parce que bon, y a eu la date du déconfinement officiel pour nous tous en tant que particuliers. Professionnellement, c'est un peu différent. Alors, parce que nous, on est allé travailler en appui dans notamment une EHPAD avant la fin du confinement, en appui aux équipes et notamment aux médecins coordonnateurs, parce que les EHPAD étaient tellement confinés que finalement les médecins coordonnateurs se sont retrouvés médecins traitants de l'intégralité de leurs résidents. Et que, enfin, moi j'ai pris des nouvelles de mes collègues pendant le confinement parce que je me disais qu'ils allaient craquer, parce que entre 70 et 90 résidents, dont tout un tas, un certain nombre qui étaient malades du Covid, donc avec des situations d'isolement extrêmement compliquées à gérer avec les équipes. On était un peu inquiets pour eux. J'ai pris des nouvelles. Effectivement, on a essayé d'aller travailler avec eux pour les relayer. Alors, bon, on a proposé, on a compris, on n'a pas pris. Donc ça, c'était avant la fin officielle du confinement. Par ailleurs, moi, je fais beaucoup de visites à domicile parce que je vois beaucoup de personnes âgées et je vois beaucoup de personnes âgées à domicile. Et en fait, ça, j'ai pris de leurs nouvelles pendant toute la durée du confinement, en général, alors soit par téléphone, soit en faisant des consultations téléphoniques pour ceux qui le pouvaient, et de toute façon via leurs infirmières, parce que les infirmières, elles ont continué à faire des visites à domicile et à venir tous les jours, voir leurs patients quand il y avait besoin. Et donc, j'ai éventuellement recommencé à faire quelques visites à domicile avant la fin du confinement pour les gens, évidemment pour les situations médicales qui étaient urgentes, mais aussi pour les gens dont les infirmières me disaient non mais là ça va pas, ça va pas, ils craquent, ils voient plus personne. Voilà. Donc j'y suis retournée avant, alors en prenant un tas de précautions, mais j'y suis allée y retourner avant. Voilà. Et concernant la consultation, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a continué à avoir des gens qui avaient besoin d'être examinés parce que effectivement, on a découvert des tas de choses qu'on pouvait faire à distance, en vidéo ou par téléphone, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire par téléphone en médecine. On a besoin d'examiner les gens et ça, c'est quelque chose qui s'est fait, j'ai l'impression, de manière progressive, en fait. Alors, c'était très strict tout au début du confinement, puis progressivement, les gens sont revenus un peu en prenant des précautions des deux côtés, du côté des patients et de notre côté à nous. Du côté de l'espace éthique, peut-être on peut distinguer ce qu'on observe du côté des professionnels et puis du côté des patients ou des personnes accompagnées. Alors du côté des professionnels, ce que beaucoup nous disent, notamment quand ils ont été mobilisés dans les services hospitaliers, mais pas exclusivement, c'est quand même un sentiment de fatigue, c'est-à-dire que la crise a duré longtemps, ça a été plusieurs semaines, il y a eu un investissement fort sur une période longue, et donc il y a un sentiment de fatigue et qui se double un peu du fait que pendant la crise elle-même, un certain nombre
de gens nous décrivent une situation, une forme d'enchantement, c'est-à-dire qu'il y a, même si c'était extrêmement difficile à vivre à certains égards, il y a eu une solidarité entre soignants, il y a eu des facilités, il y avait tout un tas de lourdeurs, notamment hospitalières, qui n'existaient plus. Il y a des choses qui allaient très vite. Donc enchantement, le terme est peut-être un peu fort, mais enfin en tout cas il y a eu quelque chose de positif pour ceux qui ont été impliqués, le fait de se sentir utile, le fait de participer de quelque chose de collectif. Donc le retour progressif à la normale fait aussi que cette fatigue, on la ressent plus, on retrouve aussi un certain nombre de difficultés qui étaient là avant la crise et qu'on retrouve et qui n'ont pas disparu par magie. Et nous disent aussi les professionnels, il y a un besoin, même si chacun a aussi la nécessité de revenir au quotidien, il y a un besoin de retour d'expérience, parce qu'il y a eu aussi à côté de cette fatigue physique ou psychique, parfois une forme de souffrance morale ou de souffrance éthique, parce qu'il y a un certain nombre de questionnements qui n'ont pas nécessairement sur le moment trouvé la place pour être traités de manière collégiale. Il y a un certain nombre de décisions qui ont dû être prises rapidement, et donc un certain nombre de gens nous disent qu'ils verraient d'un bon œil un retour d'expérience réfléchi qui intègre cette dimension éthique de questionnement sur les valeurs, sur les choses auxquelles on a dû ponctuellement renoncer, sur les difficultés, les décisions parfois difficiles qu'ils ont dû prendre de manière un peu isolée. Donc ça, c'est voilà, du côté des professionnels. Le déconfinement du côté progressif, du côté des personnes accompagnées, peut-être là aussi deux situations. La première, c'est celle des EHPAD, où on a quand même, nous, beaucoup de témoignages de gens qui déplorent un déconfinement encore extrêmement progressif, avec des situations d'isolement qui durent maintenant depuis le début du mois de mars, avec des ruptures des liens familiaux qui ont été très très mal vécues depuis le début, et qui se remettront en place progressivement. Alors bien entendu, ça dépend des établissements. Les situations sont très différentes, parce qu'on a vu, nous, des établissements avoir une politique relativement à cette situation qui pouvait vraiment être très 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 différente selon les spécificités locales et les façons dont les décisions ont été prises. Cependant, ce risque lié à l'isolement en établissement, au fait de ne pas avoir vu ses proches pendant une longue période, entraîne un certain nombre de situations, et on nous les remonte quand même de manière très très pressante, notamment ces derniers jours. Donc il y a probablement un vrai sujet ici, et la question se pose à peu près de la même façon dans certains établissements pour personnes handicapées. À domicile, ce qu'on a observé, nous, c'est qu'il y a quand même eu une peur qui a été très 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 présente, une situation anxiogène, et un certain nombre de personnes à qui on a dit qu'elles étaient à risque du fait de leur âge, du fait de pathologies associées, et qui sont très très peu sorties de chez elles pendant la crise, qui parfois ont réduit leur consommation alimentaire parce qu'elles réduisaient au maximum leur sortie. Et donc, ça a des conséquences notamment sur leur alimentation, et qu'il y avait de grandes inquiétudes à ouvrir la porte aux professionnels du domicile, de peur d'être contaminés. Et on a le sentiment que chez certaines personnes qui se sentent particulièrement fragiles, même en situation de déconfinement, cette inquiétude persiste, et que à la fois il y a un certain nombre de gens qui ne se déconfinent pas, tout simplement parce qu'elles, quoi qu'ait dit leur médecin d'ailleurs, elles se considèrent à risque, elles sont inquiètes d'être contaminées en sortant de chez elles, et elles sont inquiètes d'être contaminées en recevant des visites. Donc je pense que c'est important d'avoir en tête que même si on a tous ce repère de la date du 11 mai comme un moment clé, on sait aussi que les vécus et les situations sont très très diversifiées, et qu'il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles on est encore dans une situation très
très complexe, très anxiogène, avec une multiplicité de recommandations qui sont pas forcément faciles à entendre. Alors nous, dans l'enquête qu'on a faite avec l'ARS et France Asso Santé de France, on s'est aperçu que les associations, quand c'était dans le cas de maladies chroniques, avaient joué un rôle important pour transmettre un certain nombre d'informations. Mais ça concerne des gens qui reçoivent des informations de la part d'une association d'usagers. Pour beaucoup de personnes, c'est pas ce qu'on observe, et donc le déconfinement, c'est pas totalement encore une réalité pour tout le monde, notamment à domicile.